Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Frédéric Faby. Alors Frédéric Faby, c'est un entrepreneur pas comme les autres. Donc en effet, beaucoup de valeurs distinctives te concernent et je souhaitais t'entendre sur cette rubrique voilà, parole d'entrepreneur, sur la vie qui est la tienne, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à diriger un groupe aussi performant, on peut le dire aujourd'hui, hein, que tu es, dans un contexte économique qui a été particulièrement chahuté, et plus particulièrement ces 3 dernières années, avec la crise Covid, sur une filière qui est malgré tout en tension, qui est la filière industrielle, le monde des imprimeurs, si on veut l'élargir. Et dans cette aventure-là, on avait envie de parcourir ce que tu as vécu, donc comment tu as créé ton entreprise, comment tu l'as fait évoluer, comment tu as passé des moments difficiles, mais aussi comment tu as fait de la croissance externe, et aussi la valeur humaine que tu sais porter au sein de ton groupe. Je sais que tu es très attaché donc, à tes équipes. C'est quand même pas loin de plus de 240 collaborateurs, Un petit peu plus de un 240, peu plus de absolument. 240 collaborateurs, sur 2 sites industriels majeurs, Mayenne et Adomont, Absolument. hein, 2 très beaux sites. L'une est issue d'une croissance externe, si je ne me trompe pas. Oui, Hein, quant à l'autre, elle 2019. est historique. Voilà ce qu'on a envie de t'entendre, nous faire partager ta passion, nous faire partager peut-être aussi tes interrogations, mais aussi tes réussites et surtout tes ambitions. Bien, déjà Dominique, je voulais te remercier parce que j'ai rarement eu l'occasion, et je crois que c'est la première fois, de pouvoir m'exprimer sur ma vie d'entrepreneur. Et c'est toujours intéressant de prendre un peu de recul par rapport à notre quotidien. Alors, comment je suis arrivé dans ce métier ou dans cette aventure d'entrepreneuriat? J'ai fin 92, je sortais de mon école de commerce. Je travaillais pour une société anglaise dans laquelle j'ai fait un stage de marketing en Angleterre pendant 6 mois et qui m'avait ensuite donné comme mission de monter un bureau de vente sur la France. C'est une imprimerie en continu qui fabriquait du listing, du mailer, etc., concurrent un peu à l'époque de Danel. Ouais. Cette société-là, m'a challengé en me disant: «Voilà, on aimerait bien s'implanter sur le marché français. Est-ce que tu peux, développer le business?» Donc j'ai pris mon compas, ma valise et je suis allé taper aux portes et puis on a commencé à développer un peu de business. On est arrivé à 7-8 millions de francs de chiffre d'affaires, donc ce qui était, plutôt pas mal en une petite année. Et puis, ça devait être, mars-avril, 93. Mon interlocuteur, vient me voir et me dit: «Bah, je suis désolé, mais on va tout arrêter parce qu'on vient d'être acheté par une boîte irlandaise et on arrête l'opération française». Donc là, j'avais différentes possibilités, soit aller bosser, dans des entreprises, diverses et variées, soit continuer, cette aventure, et c'est le deuxième choix que j'ai, décidé d'opérer, et donc j'ai monté ma structure. Alors l'imprimerie, c'est un métier que je connaissais déjà, depuis fort longtemps puisque mon père a créé une imprimerie offset dans les années 80, donc c'est un métier que je connaissais bien. J'ai, la typographie, l'offset et cetera. Je me suis amusé jeune sur des machines, Ofmi, hein, donc c'est un métier que je connaissais très bien. Mais je me suis dit: «Bon, je suis proche de ce métier-là, avec l'impression en continu», parce que l'impression en continu, c'est un métier où il y a toujours eu des forces de vente. Alors, tu peux expliquer ce qu'est l'impression continue, parce que tout le monde n'est pas aussi expert en la matière que toi. Absolument. C'est quoi l'impression Donc, continue? heu, aujourd'hui, l'impression en continu n'existe quasiment plus. C'est-à-dire que l'impression en continu, c'était le listing. Le C'est ça. listing informatique qu'on mettait sur les imprimantes matricielles. Mm. C'était également les bons de transport type Chronopost, Mm. DHL, et cetera, qui étaient papier, qui sont maintenant dématérialisés ou juste avec une petite, étiquette adhésive. Donc la société dans laquelle je travaillais produisait ce type de choses. Donc c'était des produits très techniques, et surtout, il y avait une approche marketing et vente qu'on a peu connue dans l'imprimerie. Mm. C'était vraiment une approche industrielle, avec une force de vente et du marketing très fort. Donc, lorsque je suis parti de cette entreprise, hein, contraint et forcé, puisque l'entreprise arrêtait son activité sur la France, je me suis dit, le secteur de l'imprimerie, je le connais, hein, de façon un peu large quand même, mais si je monte une structure
qui va venir concurrencer les structures existantes, j'ai peu de chances d'y arriver parce que je vais être un parmi d'autres. Donc j'ai regardé, étudié le marché, sondé quelques grands patrons d'entreprise aussi, parce que je me suis dit, une solution, c'est peut-être d'aller être, je dirais, l'assistant d'un grand patron d'entreprise. Donc j'ai envoyé des lettres à tous les grands patrons de l'époque. Il y en a quelques-uns qui sont encore là aujourd'hui. Et j'ai pas eu un retour. Donc je me suis dit, bon, bah, ok, allons-y. Et donc j'ai décidé de créer ma propre structure dans l'impression numérique. Donc l'impression numérique à l'époque, aujourd'hui on en parle beaucoup et c'est connu de tout le monde, mais l'impression numérique à l'époque, c'était de la photocopie, hein. C'était pas noble, ça sentait pas l'encre. Donc bon voilà, donc je suis parti avec cette techno et je me suis dit, avec cette techno, qu'est-ce qu'on peut apporter que les technologies traditionnelles n'apportent pas? Et on est parti vraiment sur cette notion de service. Et la notion de service, c'était faciliter la vie de nos clients dans la réalisation de leurs impressions. Et on a commencé à travailler de façon très très forte avec les sociétés de bourse et les sociétés de gestion. On a eu jusqu'à 95% du marché parisien. Et qu'est-ce qu'on a apporté à ces gens-là? De la qualité d'impression. C'est assez drôle quand même, hein, parce qu'on remplaçait une technologie intrinsèquement plus qualitative. Mais comme l'encre n'avait pas le temps de sécher, bah, la qualité n'était pas bonne à l'arrivée. Nous, on était en laser, donc la qualité était bonne. Et on a surtout apporté du service, c'est-à-dire que plutôt que les imprimés étaient relivrés dans les sociétés de bourse tous les soirs à 19h et que le secrétaire devait faire la mise sous pli, nous, on a créé une équipe de nuit et on leur a dit, écoutez, vous nous envoyez vos documents. Ils nous envoyaient les documents à l'époque par des modems numéris. Donc, on avait créé un concept de dupli-box, c'est-à-dire il y avait un modem à un bout, un modem à l'autre, des fax pour recevoir les documents. Et on leur a apporté une solution clé en main. Et à 7h le lendemain matin, les documents étaient sur leur bureau. Et on est parti avec cette notion de service dans les lettres d'information, dans les sociétés de bourse, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lancer nos activités avec toujours cette notion de dire qu'est-ce qu'on apporte aux clients et qu'est-ce qu'on leur donne comme valeur ajoutée. Alors, effectivement, cette transition donc, a été importante, hein, de la création jusqu'à ces étapes de transformation ou de positionnement véritablement bien affirmé sur son marché. Dans l'évolution récente que nous connaissons, la filière industrielle a été plutôt malmenée, à la fois baisse des volumes, à la fois parfois également des non-dits sur la RSE. J'aimerais t'entendre sur ce sujet-là parce que c'est quand même un point important. Je sais que ton entreprise, par définition elle-même, a intégré d'origine donc, toutes les dimensions RSE, tu nous en diras un mot. Et puis, tu as intégré aussi toutes les dimensions techniques et technologiques, tu en as parlé, mais je pense que tu pourras aller un peu plus loin parce que je sais qu'on a eu pas mal à échanger ensemble sur l'intelligence artificielle et ta réflexion sur ces sujets. Tu as d'ailleurs été un des premiers à nous interpeller sur le sujet et je tenais à t'en remercier. Comme quoi, donc effectivement, tu pensais que c'était aussi peut-être un virage à anticiper ou à prendre. Comment tu vois donc cette économie-là qui, malgré tout, ne dispose pas parfois de toutes les faveurs des banquiers. Et lorsqu'on est un industriel comme toi, tu m'en faisais part lorsqu'on a préparé l'émission, tu m'as dit, tu sais Dominique, on ne se rend pas compte l'effort d'investissement qu'il faut faire sur ces métiers et l'argent qu'il nous faut pour véritablement rester toujours au meilleur niveau. Peut-être peux-tu nous donner un peu cette équation qui est un peu complexe, à la fois nécessité donc de faire beaucoup de croissance, de rentabilité, ce qui est compliqué dans un métier qui est très challengé par ses annonceurs. Je tenais à le rappeler, tu en diras aussi un mot. Tu peux nous remettre ça un peu en ordre et nous donner un peu les idées claires sur ta vision et ton parti pris. Alors, c'est vraiment un point. Notre métier est très, très capitalistique. Quand je discute avec des amis, des copains qui sont dans le domaine de la finance et qui regardent basiquement mon bilan, ils me prennent pour un fou. Parce qu'on a des niveaux d'investissement qui sont monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à moins d'1 million d'euros, on n'achète plus rien. C'est-à-dire qu'on veut une machine de finition ou d'impression un peu industrielle, à moins d'1 million d'euros, on n'achète rien. Et quand je dis 1 million d'euros, on multiplie en gros par 2,5 ou par 3, parce qu'il y a l'impression, la finition et puis tout ce qu'il y a autour. À côté de ça, dans le domaine de l'imprimerie, en tout cas 90% du domaine de l'imprimerie, quand on a une rentabilité de 2-3%, on est content.
C'est Donc, ça, ouais. on est sur un métier à la fois très capitalistique, des marges faibles, et d'un autre côté, des clients qui cherchent du prix. Mmh. Donc, en effet, on est sur un métier qui est très compliqué. Alors, pourquoi on reste dans ce métier-là? Parce qu'on pourrait très bien se dire, bon, c'est un métier qui n'a plus d'avenir, faisons autre chose et passons à autre chose. Je te coupe une seconde pour ça. Je voudrais recaler un point quand même de lecture. Je le fais systématiquement. Aujourd'hui, le marché de la communication, c'est pas loin de 40 milliards. Et 40% du poids économique de ce même marché de la communication, c'est la filière industrielle qui le porte. Donc, certes, mais malgré tout, vous êtes un poids lourd. Donc, effectivement, de ce qui est pour nous le marché de la communication, je tiens quand même à le rappeler et à le souligner, même si nous avons bien conscience des difficultés qu'elle rencontre. Alors, tu as complètement raison. Et si je suis encore dans ce marché-là, c'est que je continue à porter ce message et à croire qu'il y a quelque chose à faire. Néanmoins, il faut quand même voir une chose, c'est que ça fait 15 ans qu'on a une décroissance naturelle entre 7 Ouais. et 10%. Oui. Parce qu'il faut aussi faire attention aux chiffres. Quand on nous donne le chiffre des pages imprimées, etc., il y a les pages imprimées sur les copieurs de bureau, les pages imprimées un peu partout, et ces pages imprimées-là, il y en a beaucoup qui échappent maintenant à l'imprimeur traditionnel. Oui. Donc, il faut être quand même très vigilant par rapport à ces chiffres. Et aujourd'hui, il faut savoir que notre métier doit énormément investir dans les technologies d'impression, mais également énormément dans les systèmes d'information. Parce que si on n'investit pas dans nos systèmes d'information, on sort du marché. Je m'explique. Là où on imprimait 10 000 exemplaires, on imprime aujourd'hui 1 000 exemplaires. Là où on imprimait 100 000 exemplaires, on imprime aujourd'hui 10 000 exemplaires. Et là où on imprimait 1 million, on imprime 100 000. Donc, ça veut dire que pour le même volume de chiffre d'affaires, on a multiplié nos commandes par 4, par 5, par 6, par 10. Donc, il est bien entendu que si je veux traiter ces commandes, et en plus, encore plus pour nous, parce que nous sommes sur des petits et moyens tirages d'impression, si on veut maîtriser ces commandes-là, il faut organiser nos unités de production avec une logique d'industrie 4.0 et fortement automatiser tous les process de production. Donc, sinon, vous passez à côté du marché parce que les clients aujourd'hui veulent des petits tirages rapides, automatisés. Et si vous n'êtes pas vous-même informatisé, automatisé, on passe à côté du marché. Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'aujourd'hui, le marché se transforme et une imprimerie qui est capable aujourd'hui de traiter 15, 20, 30, 40 millions de chiffres d'affaires ne sera peut-être pas capable de traiter ce même volume de chiffre d'affaires demain parce que les commandes seront complètement éclatée et donc l'organisation de l'entreprise ne répondra plus aux besoins du marché. Groupe du Piprint, rappelons-le, c'est 40 millions de chiffre d'affaires. Un peu plus de 40 Un peu millions plus de de chiffre 40 millions de chiffre d'affaires d'affaires pour 245 personnes. pour 245 personnes. Donc, effectivement, sur 2 sites principaux. Hein, on est 2 bien sites de d'accord. production, le site historique qui est à Daumont dans le Val d'Oise et un site à Mayenne en Mayenne que nous avons repris et qui était un site de l'imprimerie Jouve, Mhm, une entreprise plus que centenaire. absolument. Donc 2 sites de production sur lesquels on travaille beaucoup sur toute cette automatisation des process, des processus et de la fabrication. Alors, aujourd'hui, post-Covid, maintenant on va raisonner post-Covid avec tout ce qu'on a pu vivre et connaître à ce moment-là. Post-Covid, avec une annonce très remarquée sur l'intelligence artificielle depuis quelques mois. Comment tu regardes donc encore cette mutation sur les moyens de communication et en quoi l'intelligence artificielle, même si je sais que tu as commencé à l'intégrer d'une façon assez systématique dans tes organisations, comment tu regardes cette évolution-là? Est-ce que c'est une crainte? Est-ce qu'au contraire, c'est une opportunité? Si c'est une opportunité, est-ce une opportunité pour remonter sur la chaîne de la valeur? Comment te situes-tu par rapport à cela? Alors, déjà à titre personnel, à chaque fois qu'il y a des évolutions, des révolutions, euh, j'apprécie, je n'apprécie pas, mais à titre d'entrepreneur, je considère toujours que c'est une opportunité. À titre personnel, c'est autre chose, mais à titre d'entrepreneur, j'estime que c'est une opportunité. Donc, l'intelligence artificielle, je pense que tout entrepreneur du monde entier
la considère, la regarde, l'étudie et regarde ce que ça peut créer comme danger et comme opportunité. Mmh. Donc, nous concernant et concernant le secteur de la communication, de l'imprimerie, de la communication au sens large du terme, l'intelligence artificielle, ça va être une véritable révolution. C'est une certitude. Donc, on la regarde aujourd'hui un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire avec un petit peu d'inquiétude, mais également avec les yeux grands ouverts d'un entrepreneur qui se dit qu'il y a des opportunités et quelque chose à aller développer pour notre propre structure, mais également pour nos clients. Alors, certes, alors aujourd'hui, dans un marché, on dit le marché de la fibre industrielle est quand même un marché sous tension, je répète, on l'a dit tout à l'heure. Heu, la concentration est un sujet qu'on a souvent évoqué avec nombre d'industriels, dont toi d'ailleurs. Mmh. Comment tu vois cette recomposition de ce marché avec, comme tu rappelais, des baisses de volume, des difficultés quand même pour atteindre les marges, hein, donc nécessaires pour pouvoir continuer à investir? Si tu te projettes, comment tu vois un peu cette mutation ou cette nouvelle perspective que pourrait être le marché de l'impression, sachant qu'on s'accorde tous à dire que c'est un médium à part entière, et comme tout médium à part entière, il vivra quelles que soient, je dirais, les vicissitudes économiques que nous vivons. Donc, comment tu le vois, et si tu avais, allez, tu aurais été Frédéric Faby il y a 30 ans, on t'aurait dit tu vas sur l'imprimé, maintenant voilà, voilà les clés, voilà un peu les mécanismes, on a des évolutions, des révolutions technologiques. Comment tu te projettes dans un marché qui est quand même à forte densité de nombre d'entreprises et de petites entreprises, hein, la part des PME est très importante, tu es une ETI, Mmh. pratiquement, ou une grosse Mmh. PME. Hein. Donc, comment tu le vois, toi, le marché, et si on doit le projeter dans les 3, 4 prochaines années? Je ne dirais pas 15 ans, ce serait Mmh. idiot. Ouais, c'est vraiment une très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 approches. La première, comme je te le disais, marché en décroissance, et pour contrer cette décroissance, on a différentes solutions. Essayer d'aller chercher de la croissance sur des secteurs qui résistent. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre avec, le print on demand, les petits tirages, ce qu'on a essayé de faire dans le marketing en nous positionnant sur des plateformes web pour, absorber du print. Donc Ou ça, des c'est secteurs d'activité, je crois que vous êtes leader dans les mangas également. absolument, Hein, c'est ça, hein? absolument. Sur la Mmh. France, on est, un des plus gros imprimeurs, si ce n'est le plus gros de manga. Donc ça, c'est des secteurs qui résistent, sur lesquels on peut s'appuyer pour les 4, 5 prochaines années, sans prendre trop de risques. À côté de ça, c'est pas suffisant. Donc il y a des opérations de croissance externe que nous avons faites. Alors attention aussi à la croissance externe parce qu'on a des dossiers qui nous sont proposés quasiment tous les jours. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, la croissance externe doit répondre à certains critères. Le premier critère, c'est est-ce que l'entreprise a la même philosophie que nous? Et quand je parle de philosophie, c'est plus est-ce qu'elle a l'habitude d'utiliser des nouvelles technologies d'impression, etc. Parce que c'est important d'avoir des entreprises qui nous ressemblent, parce qu'ensuite l'intégration peut être plus ou moins compliquée. Donc, lors de la reprise de Jouve, par exemple, c'est une entreprise qui nous a intéressés parce qu'ils étaient déjà dans beaucoup de développement informatique, web, Ouais. etc. Et donc, on avait un ADN un peu commun. Donc ensuite, bien sûr qu'il y a des choses qui sont à changer, à intégrer, etc. Mais on partait déjà de valeurs communes. On a repris il y a quelques mois, au mois de mai 2022, une entreprise qui s'appelle Carcy, spécialisée dans l'impression de cartes de visite, parce que oui, on continue à imprimer des cartes de visite papier. Et on a d'ailleurs lancé une carte de visite digitale, hein, en parallèle, parce que c'est très complémentaire. Et cette entreprise, c'est une entreprise qui avait déjà l'habitude de travailler avec du web to print. Mmh. Donc nous, nos croissances externes, on les fait, en tout cas quand c'est des métiers que nous connaissons, on les fait avec des valeurs qui nous sont communes. Après, il y a des secteurs dans l'imprimerie, et le seul secteur qui est vraiment en croissance dans l'imprimerie, c'est le secteur du packaging. Mmh. Donc c'est un secteur que l'on regarde. Mais encore une fois, je reprends un peu ma casquette de 1993 quand je suis arrivé sur le marché de l'imprimerie. Je me suis dit, je ne vais pas aller faire ce que font les autres. Donc si j'arrive sur le packaging, ce n'est pas pour aller faire ce que font les gros acteurs du packaging, parce qu'ils le feront bien mieux que moi, avec une meilleure expérience que moi. Donc si on va dans le packaging, et on est en train de le regarder, ce sera avec une approche d'impression numérique pour faire du packaging plus personnalisé, etc. Et puis après, cette croissance externe, c'est une croissance externe, je dirais, un peu défensive. Mmh. C'est-à-dire qu'on essaie de contrer la décroissance de nos marchés. Puis ensuite, je pense que
il y a des opportunités de partenariat où on va se rapprocher d'entreprises qui sont proches de nos métiers et on va essayer de faire que 1 plus 1 font 3. Alors que tu me disais qu'effectivement, une croissance externe aujourd'hui, c'est 1 plus 1 font 1,5. Oui, parce que ça fait C'est bien jamais 2. ça, hein? Oui, On n'est absolument. pas. Ça fait jamais 2 parce que la croissance externe, c'est, heu, une absorption, même si on a des valeurs un peu communes, d'entreprises différentes, avec des profils différents et cetera et c'est jamais simple. On peut avoir des très bonnes surprises, mais moi, je n'ai jamais réussi à faire 1 plus 1 égale 2. En tout cas, c'est la réalité de mes reprises. Par contre, je pense que des partenariats avec des acteurs qui ont des forces dans certains secteurs d'activité et nous s'appuyer sur nos forces, ça peut faire 3. Et à mon sens, l'avenir de notre métier, l'avenir de notre profession ira vers ce type de partenariat stratégique où chacun apportera sa valeur ajoutée pour créer plus de valeur au final pour le client parce qu'on en revient toujours à la même chose. Moi, ce qui m'intéresse à la fin du fin, c'est le client. En Mmh. fait, on est tous là pour travailler pour le client, mais travailler pour le client, ça ne veut pas dire être esclave du client. Mmh. Travailler pour le client, c'est lui apporter de la valeur, mais attendre en retour qu'il nous donne de la valeur et qu'il considère le travail que nous faisons. Alors, je sais très exigeant sur ce sujet-là vis-à-vis des clients. Je t'ai vu d'ailleurs à l'œuvre chez quelques clients, hein, donc, où tu exprimes avec beaucoup de clarté le poids de l'investissement qui est tien, la nécessité effectivement d'un amortissement long, puisque c'est un investissement lourd, Mm. et qu'à un moment donné, on ne peut pas partir sur du one-shot, il faut partir sur du contrat, il faut partir sur du moyen terme, hein, de façon à pouvoir vous tenir à la fois les prix, puisque la pression économique est toujours forte, et de pouvoir... Donc cette notion de partenariat avec le client est un élément déterminant que tu portes en expliquant toute ta chaîne de la valeur pour qu'il le comprenne bien et que la notion du prix ne soit pas l'élément majeur qui fasse choisir le groupe du Viprine plutôt qu'un autre. Oui, alors, on est sur un marché qui est drivé par le prix. Ça, c'est une certitude. Donc, on aura. Pourtant, on a cru au moment du Covid que ça s'était un peu calmé. Alors, non, Personnellement, je ne l'ai pas cru. Vous n'y avez pas cru. Mais en tout cas, on est sur un marché qui est drivé par le prix. Donc, à nous, en tant qu'industriels, de faire en sorte d'avoir des prix compétitifs. Mais avoir des prix compétitifs, c'est pas forcément avoir les prix les moins chers du marché. Et donc, en effet, avec nos clients, alors on a la chance d'avoir des clients avec qui on travaille depuis très longtemps, et on leur explique qu'en effet, on est obligé d'investir sur du moyen long terme. Et pour investir sur du moyen long terme, il faut forcément des engagements sur du moyen long terme parce que sinon on n'y arrive pas. Et c'est la seule solution pour que ces clients également tirent le meilleur parti de nos prestations. Parce que si on bricole à la petite semaine, on leur donnera un service qui sera un bricolage. Donc on a besoin d'engagements long terme puisque nos investissements sont importants et les prix sont relativement bas. Donc il faut absolument qu'on puisse en effet travailler avec nos clients sur ces sujets-là. Tu es un vrai entrepreneur, tu es un vrai chef d'entreprise, donc tu portes avec beaucoup d'ambition l'industrie qui est la tienne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, je vais changer de métier ou je vais faire de la croissance sur d'autres secteurs d'activité au-delà de mon cœur business? Tu dis, attention, oui, peut-être sur des partenariats, pas forcément sur mon cœur d'activité. Qu'en est-il? Alors, je pense que c'est une question de... On a une vision, nous, qui est claire, qui Une est vision claire. j'aide le client à mieux communiquer, à transmettre l'information qu'il a à transmettre à ses propres clients. Donc, une fois qu'on a dit ça, je ne peux pas dire que je vais m'arrêter à l'impression. Ce n'est pas possible. Pas possible. Donc, si les choses sont bien réunies, si on a des opportunités claires avec de la visibilité, je ne m'interdis rien. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est que être spécialiste d'un secteur d'activité, être spécialiste de certaines prestations, ça ne se fait pas en 24 heures. Donc, c'est pour ça que je pense plus aujourd'hui à des partenariats stratégiques pour pouvoir apporter chacun la vraie valeur et à être les meilleurs dans chacun de nos domaines et ensemble de réussir à créer vraiment une vraie valeur ajoutée pour nos clients. Maintenant, je ne m'interdis rien. Si on a des opportunités pour le faire seul, pourquoi pas? Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué et encore plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était hier parce que, encore une fois, nos investissements sont très, très, très lourds. Tout à fait. Alors, un mot, on ne peut pas passer à travers cette question sur la RSE. On dit
Bah, papier pollue, ou papier consomme, ou papier. Quelle posture, position tu prends et quels sont d'ailleurs les engagements RSE que le groupe du Petit Print a pris vis-à-vis pour ses clients et avec ses clients? Quelle est ta lecture sur ce point de la dimension RSE et pas du non-dit sur le papier? Alors avant d'aborder le point, de la RSE chez Dupliprint, j'aimerais en effet aborder un point de la RSE du papier en général. Ouais. Parce qu'il y a quand même une belle hypocrisie là-dessus. On a énormément de clients, qui nous disent, «Oui, bon, j'arrête le papier parce que, pour la RSE, c'est pour l'écologie, c'est pas bon, on détruit les arbres» et cetera. Bon, OK. Après la vraie question qu'il faut se poser aussi quand on nous dit ça, c'est: «Je le remplace par quoi?» Donc par de l'électronique, et qu'est-ce que l'électronique génère comme empreinte carbone? Mmh. Ça, c'est généralement une question qui est pas trop posée, parce qu'on considère que le smartphone, on l'a dans la poche pour autre chose, donc c'est pas grave. Déjà, premier point. Je me rends compte aussi que j'ai beaucoup de clients qui ont arrêté le papier pour des questions a priori d'écologie, qui ne sont que des questions économiques. Donc, deuxième hypocrisie. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas, nous, en train de dire que le papier, il faut continuer à le faire comme on le faisait hier. Mmh. On sait très bien qu'il y avait beaucoup de papier de gâché, on envoyait du papier, on ne savait même pas à qui, on ne savait pas si c'était utilisé ou pas. Donc, Ouais. la question n'est pas là. Donc, déjà, nous, par rapport, pour revenir à ta question, par rapport au groupe du Pliprint, je dirais qu'on essaie de faire les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire Mmh. qu'on est certifié FFC, on est certifié PEFC, on est Imprime Vert, on est ISO 14001, on est EcoVadis Silver, on a fait notre rapport RSE, on essaie de faire tout ce qu'il faut pour l'environnement, parce que bien entendu, c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer. Maintenant, de là à dire que le papier, c'est le vilain petit canard et qu'il faut absolument l'abattre, je trouve qu'on franchit des limites qui sont très souvent pas très acceptables. Eh bien, Frédéric, écoute, on va suivre ton actualité, on va suivre tes projets en cours, parce que je sais qu'il y a quelques projets en cours, avec beaucoup d'attention. Et puis, on te demandera de revenir, peut-être me dire, ben voilà, maintenant, un peu comment je vais prendre des choses. Et puis, je te re-questionnerai de toute façon sur l'intelligence artificielle, parce que, je le rappelle, tu as été un des premiers à nous solliciter dès qu'on a ouvert, nous, le chantier à l'Observatoire Comédia. Et ça, j'ai trouvé ça, ça m'a beaucoup interpellé. Ça nous a donné d'ailleurs la passion donc, de porter l'IA donc, sur la filière industrielle, hein, avec effectivement notre ami Gilles Muraveau, donc du GMI. Et je crois que c'est important. Donc on se revoit très vite et puis on fait un point d'actualité dans quelques mois pour dire voilà, j'ai transformé aussi mes organisations ou j'ai consolidé mes organisations. Bah, écoute Dominique, en tout cas, merci pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager autour de notre métier, autour de notre passion, parce qu'être entrepreneur, c'est une passion, hein, parce que C'est une passion. sinon on ne tient pas longtemps. Non. Et puis pour revenir à l'IA, tu as tout à fait raison. Je pense que l'IA, c'est une technologie aujourd'hui, on voit on va pouvoir en faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas trop quoi exactement, et c'est ça qui est passionnant. Donc avec plaisir pour en reparler dans quelques mois. Tout à fait. Merci à toi. Merci. Très bientôt.